Bonjour Bordeaux, je vous parle de Pékin et je remercie les organisateurs de m'avoir convié à votre plénière sur le thème Est-ce que la politique chinoise d'électrification de l'automobile peut bouleverser le marché mondial? Ma réponse courte est la suivante. Le gouvernement chinois a un plan stratégique et il le met en œuvre avec méthode. Cela, admettons-le, n'a pas toujours fonctionné dans le passé. Mais cette fois-ci, la Chine prend la tête grâce à un appui massif des autorités publiques, le dynamisme de son marché intérieur et des chaînes d'approvisionnement d'autant plus flexibles et rapides que la pandémie les a mises à rude épreuve. Les entreprises occidentales, il faut le noter, l'ont également aidé, tout en essayant de tirer leur épingle du jeu, et je pense notamment à Tesla, qui a profité d'un traitement extrêmement favorable de la part des autorités shanghaïennes et qui commence maintenant à exporter des voitures électriques à partir de ces usines chinoises. En même temps, soyons calmes, on ne parle que de 173 000 voitures électriques exportées de la Chine dans les 6 premiers mois de 2021, dont un tiers de Tesla. En réalité, jusqu'ici, la Chine exporte et importe très peu de voitures, tout en étant elle-même le plus grand marché automobile du monde. Par rapport aux 25 millions de véhicules achetés en Chine par an, seulement 1 million sont importés et à peu près le même nombre exportés, mais rarement en Europe ou aux États-Unis. La Chine, de par cette action, et l'Union européenne, de par son ambition, contribue aujourd'hui à mettre l'industrie automobile européenne sous pression et chacun comprend que le business as usual n'est plus possible. Les immatriculations de voitures électriques dans l'Union européenne dépassent maintenant les 10% par rapport à seulement 3% en 2019 et 1% en 2015. L'année dernière, l'Europe était même le premier marché d'automobiles électriques dans le monde, devant la Chine. Mais cette situation ne va pas perdurer, car la Chine, selon toute vraisemblance, prendra de nouveau la tête en 2021. D'ailleurs, toutes les voitures électriques ne sont pas égales, et la gamme de prix, les différences de prix en Chine sont gigantesques. Prenons par exemple le premier prix, qui est de l'ordre de 4 000 euros, qui est en compétition pour le titre de meilleure vente en Chine, avec, à l'opposé, à l'extrême, une Tesla qui coûte plus de 30 000 euros. En Europe, nous n'aurons pas ces voitures électriques bas de gamme style Wuling Hongguang, car elles ne sont simplement pas en conformité avec la réglementation européenne. En fait, beaucoup de producteurs de voitures électriques en Chine n'ont même pas d'usine. Ce ne sont que des boutiques et certains n'ont jamais produit de voiture. Simplement, ces nouveaux concessionnaires ont essayé de profiter de subventions qui deviennent moins généreuses à présent. Nous assistons par conséquent à une consolidation de l'ensemble de ce secteur industriel. La chute en bourse de la branche voiture électrique du groupe immobilier Evergrande, en chinois Rengda, indique également la fin des bulles spéculatives et une intensification de la concurrence. D'autant plus que les grands constructeurs occidentaux traditionnels investissent maintenant massivement dans les modèles électriques en Chine. Jusqu'ici, ils représentent plus que la moitié des ventes de voitures conventionnelles en Chine et leur intention est de ne pas perdre place sur ce marché critique pour l'avenir de leur part de marché. Sans oublier les nouveaux entrants qui viennent d'autres secteurs de haute technologie. Je pense à Foxconn, Huawei, Xiaomi, Baidu. Dans la course vers la voiture autonome, ces entreprises intensifient la pression dans un secteur déjà très concurrentiel. La Chine est devenue un laboratoire pour essayer de nouvelles technologies et modèles d'affaires, pas seulement dans le secteur automobile, mais celui-ci
certainement donne le ton. Nos entreprises sont forcées d'introduire leurs dernières technologies, non seulement pour satisfaire les autorités chinoises, c'est souvent une condition à leur entrée sur le marché, mais aussi pour rester compétitifs. En même temps, ils font face à des restrictions d'accès au marché que ne connaissent pas, évidemment, les entreprises chinoises lorsqu'elles cherchent à s'introduire sur le marché européen dans le secteur automobile. Dans les années 2000, après l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine a fait une première tentative d'entrée. Cela s'est soldé par un échec, souvent à cause de problèmes de sécurité, de qualité et d'absence de réseau de distributeurs. Le deuxième essai, qui prend forme actuellement, pourrait bien être un succès, parce qu'il est soutenu par plusieurs constructeurs et même par nos autorités nationales en Europe. Cette fois-ci, l'implantation chinoise semble mieux préparée et plus stratégique. Plusieurs usines de batteries chinoises sont en construction dans nos États membres. Des partenariats avec des constructeurs locaux peuvent en effet résoudre les problèmes de distribution, ainsi que s'approprier les nouvelles technologies. On commence aussi à acheter des voitures en ligne et des entreprises chinoises comme NIO savent façonner l'expérience client dans ce nouvel environnement. Ils s'y sont même spécialisés au lieu d'avoir leurs propres usines. D'ailleurs, les NIO sont prévus pour changer de batterie au lieu de les recharger, ce qui rend, in fine, le prix de la voiture sans batterie moins onéreux et permet d'échanger facilement des batteries devenues obsolètes. Les grandes villes chinoises se veulent pionnières pour un nouveau modèle d'utilisation des voitures. Didi, la version chinoise d'Uber, les robotaxis ou les achats de mobilité et de services plutôt que de hardware. Parmi mes collaborateurs à la délégation, nombreux sont ceux qui ont décidé de ne plus avoir de voiture personnelle parce que ce n'est pas vraiment nécessaire et d'ailleurs plutôt compliqué à Pékin. On pourrait donc penser que le futur automobile, c'est-à-dire le futur de l'utilisation d'une automobile, est en train de se préfigurer dans les grandes villes chinoises. La régulation au niveau des données personnelles et industrielles, la sécurité, le développement durable représentent d'énormes défis, mais également des opportunités de coopération. La question fondamentale est de savoir comment la régulation va prendre forme et nul ne le sait encore vraiment. Pour ma part, je ne suis pas pessimiste parce que tant l'industrie que le niveau politique ont vraiment compris le défi. Et votre conférence est un bel exemple d'échange à ce sujet. En conséquence, l'Europe est mobilisée et devra l'être encore plus pour rester leader dans ce domaine de profonde transformation de la mobilité électrique. L'Union européenne soutient, vous le savez, massivement la transition verte et numérique, y compris dans le secteur automobile. Cela a commencé il y a 4 ans, en 2017, avec la création de l'Alliance européenne pour les batteries, dont le plan est de produire en Europe les batteries pour 6 millions de voitures électriques d'ici 2025. La présidente de la Commission a par ailleurs récemment proposé un règlement sur les semi-conducteurs européens et nous travaillons déjà avec les États membres à établir l'alliance industrielle qui répondra à ce nouveau défi. Finalement, la Commission européenne défend nos intérêts dans les négociations avec la Chine autant qu'elle le fait avec d'autres partenaires. Nous promouvons des conditions équitables de concurrence, que l'on appelle en anglais level playing field, en Chine comme nous le faisons ailleurs. Nous nous opposons au transfert de technologies non volontaires, nous recherchons un meilleur accès au marché et nous rejetons les obligations de contenu local. L'ensemble de ces mesures sont d'ailleurs au cœur de l'accord global euro-chinois sur les investissements que nous avons négocié ces 7 dernières années et nous espérons que la Chine
va les mettre en action, en mesure, même si l'accord lui-même est aujourd'hui suspendu du fait des sanctions prononcées par les autorités chinoises à l'encontre du Parlement européen au printemps dernier. C'est l'intérêt de la Chine, c'est l'intérêt de l'Europe. Nous avons donc besoin, de part et d'autre, de garder les portes ouvertes et de réfléchir ensemble au futur de l'automobile électrique. Et je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté. Bonne journée.